Bonjour et bienvenue, ici Dominique pour le podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer votre cours en ligne et à le développer. Alors quand on veut créer un cours en ligne, se pose invariablement la question de l'audience, de cette communauté, ces personnes à qui on destine notre futur cours en ligne. Cette communauté justement, comment la créer, comment la nourrir, comment la développer et comment finalement transformer ces personnes qui sont acquis à votre cause, qui vous suivent parce que vous leur apportez de la valeur, pour qu'elles deviennent des clients de votre cours en ligne. Ces questions, je les ai posées à mon invité du jour. Il s'appelle Brice Schwartz. C'est un marketeur de contenu, un copywriter, et il vient de sortir un cours en ligne qui s'appelle « Créer du contenu pour attirer ses clients idéaux en freelance ». D'abord, merci à toi, Brice, d'être présent aujourd'hui avec nous. Question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours ? Bien sûr, donc je m'appelle Brice Schwartz, je suis freelance en marketing de contenu et copywriting, donc deux grandes casquettes qui ne consistent pas exactement à la même chose, même si dans les deux cas il s'agit d'écrire surtout pour des marques. Ça fait 3 ans que je suis freelance, je me suis lancé pendant les études et là ça fait un peu plus d'1 an que je le suis à temps plein. Donc à la sortie d'école de commerce, je me suis lancé vraiment en tant qu'indépendant à 100%. Je travaille surtout avec des petites structures, des startups, des indépendants et on va dire des TPE, PME, des agences. Donc stratégie de contenu, rédaction d'articles, de livres blancs et copywriting, donc plutôt rédaction de pages de vente, de pages de site web, de séquences email, des choses comme ça. Et puis voilà, je développe aussi d'autres petits projets à côté. J'imagine qu'on va en parler. Ok, c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement vers le contenu ? Parce que en ayant fait une école de commerce, c'est pas forcément la voie principale, la voie prioritaire. Est-ce qu'il y avait en toi quelque chose par rapport au contenu ? Est-ce que c'était une passion finalement ? Comment tu es amené justement à aimer autant le contenu et à en faire aujourd'hui ton métier ? Alors c'est un peu venu par hasard, franchement. Quand je me suis lancé en école de commerce, j'avais d'autres perspectives. À la base, moi, je voulais faire du conseil dans un grand cabinet. Pourquoi pas du conseil en stratégie, des grands noms, des Big Four. Je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, sans forcément y avoir travaillé. En découvrant des personnes qui avaient fait ce type de parcours, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce qui me convenait. Moi, j'avais quand même des rêves plutôt entrepreneuriaux depuis un moment déjà, parce qu'avant mon école de commerce, j'ai fait un DUT Tech Deco, technique de commercialisation. Et c'est là que je me suis dit, tiens, créer une entreprise, ça peut quand même être un truc qui me correspond bien, parce que ça a un impact sur beaucoup de gens. Il y a moyen d'avoir d'aider beaucoup de personnes et aussi de m'accomplir personnellement. Donc je pensais que c'était une bonne solution et je me disais que faire du conseil avant de créer mon entreprise, c'était une bonne solution. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ça que je devais faire. Donc je me suis lancé en freelance pendant que j'étais en école de commerce, et si je me suis mis au contenu, c'est parce que j'ai commencé sur une plateforme de freelancing. Et au départ, je regardais ce qui pouvait me convenir. Donc, je regardais marketing, études de marché, rédaction. Rédaction, honnêtement, au départ, je savais même pas que c'était un métier. Je me disais bien qu'il y avait des personnes qui écrivaient sur Internet, mais je savais pas que on cherchait des freelances comme ça. C'était en 2017, du coup, début 2017. Donc, je me suis lancé là-dessus un peu par hasard. J'ai commencé à travailler avec mes premiers clients via cette plateforme. Et ça s'est plutôt bien passé, donc je me suis dit, tiens, autant le marketing, j'ai peut-être pas encore assez de connaissances opérationnelles, des connaissances pratiques. J'étais en master 1 à l'époque. Autant la rédaction, j'ai toujours été bon dans les matières littéraires, j'ai toujours su écrire, faire des dissertations, voilà, ça c'était... j'avais aucun problème là-dessus. Et du coup, faire ça pour des clients, faire ça pour des entreprises, donc des blogs, c'est un peu venu naturellement. Après, il y a eu les sites web, il y a eu... d'autres types de contenus, mais je me suis spécialisé là-dessus au fur et à mesure. Donc écrire pour apporter de la valeur avec le marketing de contenu, et écrire pour persuader, pour vendre, pour pousser à l'action avec le copywriting. Ouais, c'est intéressant tout ça, mais effectivement le contenu on peut le retrouver aussi comme un levier pour du commercial, pour générer plus de ventes sur un site e-commerce, pour peaufiner une levée de fonds avec des arguments, avec un texte bien écrit, une argumentation solide. Donc finalement on le retrouve aussi. Complètement. De l'extérieur, on oublie parfois que toutes ces marques qui publient des articles hyper intéressants, toutes ces personnes aussi, ces indépendants, ces freelances et même ces grands groupes, en fait, tout le monde aujourd'hui publie du contenu, on a l'impression, mais c'est pas seulement parce qu'ils ont envie d'informer, parce qu'ils ont envie
d'améliorer leur image ou des choses comme ça. C'est vraiment le but final, ça reste du marketing. Et le but du marketing, c'est de vendre. Et après, il y a plusieurs manières de vendre. On peut avoir des méthodes très plus axées sur la prospection, plus outbound, donc aller chercher ton client, le convaincre que ce que tu fais c'est génial et que tu as la solution pour répondre à son besoin. Ou alors tu as des méthodes beaucoup plus inbound, beaucoup plus apporter de la valeur, informer, aider gratuitement pour que le client vienne naturellement à toi. Et faut jamais oublier effectivement que n'importe quel post social media, ça reste, ou n'importe quel article, n'importe quel podcast également, c'est souvent dans le but au final d'améliorer l'image d'une marque pour proposer un service, un produit au final. Évidemment, évidemment. Alors Brice, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour qu'on discute audience, communauté finalement. Comment on crée une communauté? Comment on la nourrit? Comment on la développe au quotidien? Et comment, in fine, si on envisage de créer un cours, comment faire justement la bascule, de faire en sorte qu'une partie de la communauté qu'on a construite au fur et à mesure, deviennent également des clients de son cours en ligne. Est-ce qu'il y a une formule magique, quelque chose qui fait que automatiquement notre communauté va adhérer immédiatement à ce nouveau format qu'on leur propose, un cours en ligne mais cette fois payant? Est-ce qu'il y a une formule magique? Il n'y a pas on peut développer très rapidement une communauté, mais c'est souvent sur la durée que se construisent vraiment les relations de confiance et de proximité entre une audience et le créateur du contenu, que ce soit une marque ou que ce soit une personne. Donc effectivement, il n'y a pas de hack. J'aime bien, ça fait un peu partie de mon positionnement aussi, de dire que la création de contenu, l'apport de valeur, etc., c'est pas du tout un hack, c'est pas du tout un secret. Voilà, c'est un peu en opposition avec les vendeurs de rêves qui te disent que tu peux développer ta communauté en quelques semaines et ensuite commencer à vendre ton premier produit très rapidement. Enfin bon, c'est peut-être que ça peut marcher, mais je pense pas que ce soit des relations très axées sur l'authenticité et sur faire grandir organiquement en fait cette communauté là. Ça prend du temps, mais je pense que il faut pas forcer les choses, même si avec du payant, avec de l'ads, avec du sponsorisé, ça peut aller plus vite parce qu'on peut toucher une audience plus grande. Je pense qu'il faut prendre son temps et pas s'inquiéter si l'audience ne grandit pas trop vite. Oui, justement, le temps. Et pour toi, concrètement, ça t'a pris combien de temps pour construire ta communauté, ton audience, toutes ces personnes qui te suivent au quotidien, qui réagissent, qui commentent sur tes contenus? Combien de temps, finalement, ça t'a pris? Un peu comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi une construction et c'était aussi chaque chose en son temps, dans le sens où j'étais du coup freelance bien avant de créer mon propre contenu, vu qu'au début je passais essentiellement par les plateformes et j'ai commencé à vraiment créer du contenu il y a plus un an et demi, disons, début 2019, c'est là où j'ai vraiment commencé à être très actif. J'ai commencé à créer d'abord un site, un blog, parce que pour moi c'était très important d'avoir mon propre espace en ligne sur internet au moment où je me lançais vraiment pour de bon en freelance, et après c'était mon job aussi depuis 2 ans d'écrire pour les marques, donc je me disais que moi aussi il fallait que j'ai un blog pour pouvoir appliquer ce que je proposais aux marques mais à moi-même, et d'une certaine manière c'est aussi une façon de prouver que je sais aussi le faire d'une manière personnelle. Et c'est une bonne vitrine, justement. C'est là que le site vitrine prend tout son sens. Et donc ce blog, j'ai commencé à écrire dessus en mars 2019. Et là, aujourd'hui, j'en suis à une 50aine d'articles publiés. Sur LinkedIn également, je publie tous les jours pratiquement. En fait, on se rend compte qu'on a toujours des choses à dire, un contenu à partager, un retour d'expérience, il y a toujours des choses à raconter. Et LinkedIn, c'est un très bon endroit pour le faire parce que, notamment chez les freelances, il y a une vraie communauté, une communauté qui est très engagée, qui est très bienveillante, il y a beaucoup d'échanges, etc. Dans le marketing de contenu également, dans le copywriting, enfin, il y a énormément, j'ai rencontré énormément de confrères, de consoeurs, de personnes qui font la même chose que moi, soit niveau métier, soit niveau freelance. Et c'est très enrichissant. Après, sur les autres réseaux, je suis un peu moins présent parce que j'ai beaucoup plus de mal à engager une communauté sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram. D'ailleurs, j'avais essayé aussi, mais je pense que c'est pas trop mon espace. Donc vraiment, pas forcer les choses. Après, aujourd'hui, sur LinkedIn, j'ai pas mal de relations. Mais je pense que c'est pas la taille du réseau LinkedIn qui fait la communauté, parce qu'on voit des personnes qui ont 30 000 relations sur LinkedIn. C'est pas pour ça qu'elles ont une communauté engagée plus élevée que quelqu'un qui a que, entre guillemets, 1000 personnes, sans forcément entrer dans les 1000 vrais fans.
la théorie qu'on connaît tous. Mais sur LinkedIn, je dois avoir 4000 personnes dans mon réseau. Mais j'ai jamais 4000 réactions. Évidemment, l'algorithme ne fonctionne plus comme ça depuis bien longtemps. Et puis après, niveau de newsletter, donc j'envoie un email chaque lundi depuis presque un an, depuis un an. Et cette newsletter, pareil, elle a grandi petit à petit. Là aujourd'hui, j'en suis à presque 600 abonnés. Donc au début, quand j'avais quelques dizaines de personnes, je trouvais déjà c'est incroyable le fait que tous les lundis, j'envoie un email à des dizaines de personnes et ces personnes, elles ont choisi ça, quoi. Donc au départ, ça fait un petit effet à mi-chemin entre humilité, un peu d'ego aussi, parce qu'on dit ces personnes-là, elles sont vraiment intéressées par ce que je fais, ça veut dire que ce que je fais, c'est peut-être même bien, qui sait. Donc c'est assez marrant au départ comme expérience. Et puis après, quand on atteint 400, 500, on se dit bon là aujourd'hui, je peux me permettre de faire n'importe quoi, je dois à tout prix tenir ce cadre, vraiment rester consistant, continuer de proposer quelque chose de très qualitatif, parce que on peut, enfin, même si c'est pas conseillé, mais quand on a 10, 20 personnes abonnées, on peut se dire bon, c'est pas trop grave si cette fois-ci j'envoie quelques lignes. Mais par contre, quand on a 500 personnes, on se dit ça fait quand même du monde. Donc là, c'est un peu plus de responsabilité, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y a une pression aussi de la communauté à mesure qu'elle grossit, et puis il y a un côté aussi extrêmement valorisant pour soi, parce qu'on se dit que finalement ce travail trouve une résonance, trouve un sens auprès de nombreuses personnes, même si on s'imaginait pas au départ de rencontrer ce succès. C'est un succès d'estime, mais évidemment c'est important. Toujours, je pense, et tu me confirmeras ça, de garder justement ces valeurs un peu fondatrices, celles qui nous ont poussé finalement à s'engager sur cette voie, l'authenticité, nourrir cette confiance. C'est mieux. C'est sûr que c'est mieux de rester fidèle à ce pourquoi les premiers abonnés se sont abonnés, on va dire. Même si après voilà, on évolue tous en tant que créateur de contenu, en tant que marque, en tant que personne surtout. Donc après, il y a des personnes qui nous rejoignent, des abonnés qui nous rejoignent en cours de route. Il y en a d'autres qui quittent le navire, forcément. Souvent d'ailleurs, quand on commence à vendre un produit ou à faire un peu de promo pour un contenu payant, il y en a certains qui s'en vont parce que ils se disent peut-être qu'ils étaient pas là pour ça, ou alors ils ont peur que ça devienne un rythme de un email par jour avec que des promos. Bon, ça c'est personne a vraiment envie de ça. Donc bon, forcément ça fluctue, on va dire. Après voilà, à chaque email envoyé, on sait qu'on va perdre quelques abonnés, ça c'est sûr. Mais tant qu'il y en a plus qui rentrent que d'autres qui sortent, ça va, parce que bon, l'important c'est quand même de faire croître cette audience. Et après rester fidèle à ses valeurs, ça c'est aussi une question de personnalité. Moi, dès le départ, j'ai choisi de vraiment parler de mes pensées, de mes idées, de mes ressentis, de dire ce que je faisais au quotidien, sans forcément faire les backstage, tout raconter, mais j'ai toujours aimé dire les choses en tout cas, et pas trop prendre de pincettes en tout cas dans les formats les plus intimistes, notamment la newsletter, où justement là c'est une personne qui a déjà franchi une certaine étape puisqu'elle a décidé de recevoir mon contenu. Donc là je me permets d'être plus incisif dans mes prises de position, on va dire. Et forcément, ça plaît pas toujours, mais l'avantage c'est que ça provoque le débat, et ça c'est super intéressant aussi, c'est parce que d'avoir que des personnes qui suivent notre travail et qui sont toujours d'accord, c'est bien, ça flatte l'ego, mais c'est quand même bien quand il y a du débat et que t'as des réponses à tes mails, justement. Ça c'est toujours hyper intéressant d'avoir des réponses aux mails, et surtout quand les personnes ne sont pas d'accord, je trouve. Alors justement, ces contenus, quel type de contenu tu aimes bien publier? Quels sont les contenus qui rencontrent le plus de succès auprès de ta communauté, de ton audience? Qu'est-ce qui résonne en eux, et qu'est-ce que toi tu aimes proposer? Moi, je suis quelqu'un qui adore tester, faire des expériences, surtout quand on commence à être suivi par une petite communauté sur les réseaux et sur différents médias, on peut se permettre de faire des petits tests pour voir comment est-ce que le marché réagit, on va dire. Et du coup, au départ, j'ai commencé à parler par exemple de mon expérience d'étudiant freelance, de mon lancement en freelance. Au final, je me suis rendu compte à ce moment-là que les personnes, en tout cas sur LinkedIn, étaient très intéressé et adorer ce type de contenu où on parle de soi, où on parle un peu de ses réussites, on met en avant son parcours, sans forcément parler toujours de ses échecs, même si c'est valorisé quand même de trouver la
le positif dans l'échec. Moi, je me suis rendu compte de ça et aujourd'hui, ça marche encore. C'est-à-dire que raconter son parcours et montrer qu'on est un peu fier de soi parce qu'on a réussi à accomplir telle chose ou telle chose, ça génère de l'engagement parce que du coup, les utilisateurs de LinkedIn notamment, je parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est là où je suis le plus présent, peut-être même trop présent sans doute, il y a vraiment un engagement qui est fort et c'est là autant sur d'autres réseaux, c'est pas forcément très très bien vu, c'est considéré un peu comme se vanter parfois. Par exemple, les posts qui marchent bien sur LinkedIn, c'est quelqu'un qui dit j'ai réussi à monter ma boîte, j'ai fait tant de millions de chiffres d'affaires, ou alors j'ai atteint le X nombre d'abonnés à ma newsletter, etc. Ça peut être un peu perçu comme prétentieux, alors qu'en fait pas vraiment. On est juste fier de partager cette réussite avec sa communauté. Et ça, c'est du pur storytelling parce qu'on partage du coup son parcours et ça permet à d'autres personnes de s'identifier. Soit elles sont sur ce périple-là et elles sont plus en avance, donc elles sont passées par là, donc elles peuvent comprendre ce que c'est d'en arriver là. Soit elles y sont pas encore, mais c'est un objectif. Et du coup, à ce moment-là, on devient un peu une source d'inspiration, même si c'est un bien grand mot. Mais on est tous sur les routes comme ça, et il y a toujours des personnes qui sont plus en avance, donc c'est toujours bien de suivre ces personnes-là. Et même au final, on se rend compte, les freelance stars ou les créateurs de contenu que tout le monde connaît un peu, même eux, ils ont des idéaux, des personnes qu'ils trouvent vraiment incroyables et dont ils s'inspirent au quotidien et qu'ils ont envie un jour de côtoyer, quoi, au niveau de leur réussite. Donc c'est bien d'avoir toujours regarder toujours devant soi, et ça, le storytelling, ça aide justement à se positionner en fait et à raconter sa vie d'une manière intéressante aussi, avec un peu de copywriting, parce que le copywriting, c'est ça qui fait l'accroche en fait dans le storytelling. Il y a une manière de raconter les choses aussi. Juste dire j'ai réussi à faire ça, je suis ça, je fais ça, c'est peut-être pas suffisant. Il y a aussi une manière de le raconter. Ça c'est tout l'art d'engager une personne sur Internet. Alors justement, parlant des contenus, à part l'écrit, quelles sont les autres formes de contenu que tu as testées, que tu as explorées, qui apportent de la valeur ajoutée à ta communauté? Le contenu, c'est marrant parce qu'on associe souvent le contenu, la création de contenu, le content marketing, etc. à l'écrit. On se dit c'est forcément des articles de blog et des posts LinkedIn, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai choisi ça parce que, je te le disais, j'étais plutôt quelqu'un de littéraire et j'ai toujours su et aimé écrire. Donc logiquement, je me suis tourné vers le contenu écrit. Mais après, il y a plein d'autres formats. Il y a l'audio, il y a la vidéo, notamment qui marche bien. Il y a le visuel aussi. On n'y pense pas toujours, mais par exemple, les graphistes, les designers, etc. Il y en a beaucoup qui ont une marque personnelle forte et qui publient beaucoup de contenu visuel. Et justement, c'est ni de la vidéo, ni de l'audio, ni de l'écrit. Et pourtant, voilà, donc pour moi, il y a vraiment ces quatre types de contenus-là. Donc moi, aujourd'hui, je suis encore sur mes articles de blog. J'en publie toujours un toutes les 2 semaines. Au début, c'était un par semaine. Maintenant, c'est plutôt un toutes les 2 semaines. Parce que justement, je me suis un peu mis à faire des essais, on va dire. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube début 2020. Je sais pas trop quoi en penser encore. C'est intéressant, on va dire. C'est différent, ça c'est sûr. Mais après voilà, c'est un peu compliqué niveau matériel parce que j'ai un MacBook Air qui a plus de 4 ans et qui n'est pas forcément fait pour le montage. Donc la vidéo c'est plus un problème technique qu'autre chose pour l'instant, donc je vais un peu me calmer là-dessus. Mais après les articles de blog, ça reste je pense hyper intéressant après ça dépend de ta cible aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui n'aiment pas lire ou qui n'ont plus le temps ou qui ne prennent plus le temps de lire. Donc le podcast, c'est un des seuls contenus que j'ai jamais créé encore, mais pas officiellement. J'avais fait un essai il y a quelques années, mais ça personne ne le sait et personne ne le saura jamais. C'est un secret. Mais pourquoi pas un jour me lancer dans le podcast aussi. Après, là, j'ai vraiment testé plein de choses. J'ai testé, je te disais aussi, Instagram en créant des petits visuels avec du texte. C'était un essai aussi, mais ça a pas trop marché. Donc, je me dis, c'est important de tester, voir ce qui peut marcher, voir ce qui peut être intéressant. Et puis, il y a le livre blanc aussi que j'ai sorti là il y a quelques semaines. Donc, ça aussi, c'était une expérience. Voilà, tout le monde sort son livre blanc, j'ai l'impression en ce moment. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un contenu que j'ai pas, et c'est un bon lead magnet aussi parce que c'est un bon moyen de proposer un contenu différent, encore une fois, qui est pas forcément extrêmement long, mais qui apporte une valeur différente parce que c'est un peu plus mise en forme, on va dire.
Puis après, il y a les contenus payants, type formation, type... il y en a qui vendent des e-books aussi. Bon, ça, je connais pas, j'en ai jamais acheté, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Après, il y a vraiment beaucoup de types de contenus. Faut pas se limiter, je pense, aux articles de blog. En tout cas, faut pas hésiter à creuser un peu plus. Effectivement, tester, innover, diversifier finalement sa palette de contenu. Je pense aussi, et ça tu vas être d'accord, c'est que aussi ça nécessite une certaine régularité, être présent, livrer régulièrement. Alors après, c'est à nous de définir ce calendrier justement de publication, cette régularité. Mais la régularité, c'est aussi une clé pour construire une audience, pour construire une communauté. Évidemment, la régularité dans le sens où il faut pas à tout prix chercher du résultat dans les 2 mois, même dans les 6 mois, même dans les 1 an. Bon, au bout d'1 an, ça commence à faire long quand même. Si on se donne du mal, qu'on prend du temps et même qu'on dépense peut-être un peu d'argent, mais il faut toujours attendre un peu et pas passer comme ça du coq à l'âne, se dire tiens j'ai essayé les vidéos mais ça a pas l'air de trop marcher. Donc là ça fait que 2 mois, mais c'est pas grave, j'ai quand même créé un blog et 3 mois après, bon, les articles, en fait, j'aime pas trop ça. J'ai peut-être lancé un podcast. Et puis, du coup, on passe comme ça, de l'un à l'autre, sans laisser le temps, en fait, à l'audience de se construire. Parce que si on regarde, il y a beaucoup de podcasts comme ça, notamment, surtout à l'époque. Je sais que, par exemple, les Nouvelles Écoles, d'autres podcasts très connus comme ça, ont démarré avec très peu d'auditeurs. Et au final, même il y a de tout, même des chaînes YouTube, même des blogs, ça se construit progressivement. Après, YouTube et les blogs ont l'avantage d'avoir les algorithmes, d'avoir le SEO. Donc sur YouTube, c'est un peu différent, mais il y a quand même cette forme de référencement naturel. Donc ça permet de donner une longévité au contenu. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on publie un contenu, un article par exemple, il a une certaine popularité ou pas d'ailleurs quand on le sort, quand on le partage sur les réseaux sociaux par exemple, mais après il y a tout l'aspect référencement qui arrive quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc faut pas lâcher trop vite, pareil sur YouTube. Et après sur les réseaux sociaux type LinkedIn ou Twitter, c'est vraiment en fonction du nombre d'abonnés, parce que plus on aura de membres actifs, on va dire, une communauté engagée, et plus de nouvelles personnes vont pouvoir nous découvrir. Et c'est pareil, c'est vraiment progressif. Et la patience aussi, c'est super important. La patience, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié à notre époque où tout va si vite. Mais c'est important, je pense, de se rappeler que la patience, c'est pas attendre à rien faire, c'est continuer ce qu'on fait, tout en se disant, c'est pas grave si ça marche pas aujourd'hui, ça peut peut-être marcher demain si je continue à bosser dur et à travailler là-dessus, quoi. Donc c'est un peu ça. Il y a 3-4 ans, j'étais beaucoup sur les contenus de Gary Vaynerchuk. Aujourd'hui tout le monde le connaît justement, mais il y a 4 ans, il était un peu moins connu et j'avais un peu de temps à l'époque, j'étais en Erasmus, donc je regardais 3 heures par jour de ses vidéos, de ses conférences, etc. Oui, Gary Vaynerchuk, alias Gary V, c'est quelqu'un aussi que je suis depuis de nombreuses années. J'ai dû commencer à voir ses premières vidéos dans les années 2004-2005. Effectivement, la patience, le travail et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup chez ces auteurs, ces bouquins sont pas terribles. Par contre, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment fort et impactant, je trouve. C'est cette notion d'action, voilà, se mettre en action très rapidement et de s'en foutre un petit peu de tout ce que les gens vont penser, mais de livrer. Il y a un de ses mantras un peu, c'est hard work and patience. Et ça, c'est vraiment pour moi, les deux piliers de n'importe quelle réussite, aussi modeste soit-elle. Donc c'est travailler dur, mais plutôt travailler intelligemment, parce que je pense pas que ce soit forcément les gens qui travaillent 12 heures par jour qui réussissent le mieux. Et la patience, dans le sens où il faut continuer à travailler dur, même si ça donne rien au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, quoi. Et maintenant, Brice, les cours en ligne. Donc ça, c'est tout nouveau pour toi. Alors, effectivement, c'est assez nouveau pour moi, et surtout pour les personnes qui me suivent depuis quelques mois, en tant que vraiment freelance. Il y a une distinction qui se fait dans l'écosystème, on va dire, entre les freelances et les entrepreneurs. Moi, à la base, je te le disais, il y a quelques années, j'avais plus une ambition d'entrepreneur, donc dans le sens où j'avais envie de créer quelque chose qui soit plus grand que moi, donc qui soit plutôt scalable, peut-être travailler avec d'autres personnes et grandir comme ça. Aujourd'hui, je suis freelance, donc depuis 1 an, c'est ma principale activité. Donc c'est vraiment, je vends mon temps à des clients. Je travaille pour eux sur des projets. Voilà, globalement, c'est une activité assez classique de prestation de service, on va dire. Et du coup, bon là, on est dans une période particulière puisque on enregistre pendant le confinement et là, ça fait quand même 2 mois.
Et après quelques semaines de confinement, en fait, ça faisait déjà un moment en fait que je pensais à peut-être lancer une formation ou en tout cas lancer un contenu premium pour aller plus loin avec ma communauté parce que quand j'ai dépassé le cap des 500 abonnés, que je voyais que j'avais quand même pas mal d'engagement sur LinkedIn et que j'échangeais régulièrement tous les jours avec des nouvelles personnes qui me posaient des questions, etc. Je me suis dit que je pouvais peut-être aller plus loin et commencer justement à monétiser cette communauté. Donc dit comme ça paraît monétiser cette communauté, c'est une expression qui paraît c'est pas hyper positif comme phrase. Mais l'idée c'est de pouvoir aller plus loin avec certaines personnes qui voudraient plus de valeur de ma part et du coup pour ça leur demander en échange une compensation financière parce que on ne travaille pas gratuitement. Donc moi je continue à créer du contenu gratuit évidemment. Le but c'est pas de passer au payant, c'est de proposer quelque chose en plus donc là en l'occurrence c'est pour les freelances qui ont envie de créer du contenu pour attirer leurs clients idéaux. Si je me suis senti légitime pour créer cette formation il y a quelques semaines, c'est tout simplement parce que c'est exactement ce que j'ai fait ces dernières années. Et je me suis dit que c'est le sujet sur lequel je suis aujourd'hui le plus pertinent parce que c'est comme ça que j'ai aujourd'hui l'opportunité de ne plus prospecter parce que moi j'ai jamais vraiment aimé la prospection. Il y a vraiment la team prospection et la team inbound on va dire. Moi j'aime pas trop la prospection, j'en ai fait dans mes expériences précédentes, j'en ai fait au début de mon activité. Mais j'aime pas forcément ça, j'aime pas forcer les gens en fait à aller plus loin, même si n'importe quel commercial te dira que ce n'est pas forcer les gens, c'est ce qu'ils veulent vraiment au fond. Mais moi j'ai du mal à m'imposer comme ça et à m'imposer, à mettre un pied dans la porte et à forcer un peu le truc. Du coup, je me suis dit que il y a sans doute beaucoup d'autres freelances qui ont envie d'attirer les bons clients grâce à la création de contenu. Donc j'explique bien que c'est pas du tout évidemment un hack comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est du travail et que ça prend quelques mois, mais que c'est une vraie méthode et que moi aussi au départ je pensais que c'était réservé à une élite de freelance, à certaines exceptions, certains qui ont eu de la chance, certains qui venaient d'un bon milieu ou certains qui avaient du réseau de je ne sais où. Au final, la preuve est que il y a pas besoin de tout ça. Il suffit de créer du contenu pendant plusieurs mois de façon régulière et de penser à qu'est-ce qui peut intéresser telle cible, telle typologie de personnes. Et puis au final, ça marche. Donc je me suis dit si je peux enseigner ça au travers d'une formation en ligne, parce que j'ai quand même envie de rester freelance, mais voilà, après le but c'est de proposer ce produit-là, parce que du coup c'est une formation 100% en ligne. Je reste dispo par commentaire évidemment pour échanger. Après tout ce qui est coaching, ça j'y ai pensé aussi, mais ça viendra peut-être par la suite. Mais du coup voilà, j'ai envie vraiment d'aider les freelances qui comme moi n'aiment pas prospecter, à attirer leurs clients à eux. Donc voilà, ça s'est fait assez vite parce que confinement oblige. Il y a beaucoup de mes activités préférées qui sont devenues illégales tout simplement. Donc j'ai un peu remplacé toutes mes activités de randonnée, de trail, de voyage, de passage à Paris, ce genre de choses, par du travail parce que au final c'est ça qui me plaisait le plus en ce moment. Je me disais que c'est temporaire et que de toute façon est-ce que j'ai vraiment quelque chose de mieux à faire. Donc là c'était une période assez intense. Là je suis content que ce soit sorti. Et puis en parallèle, je continue avec mes clients. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Alors effectivement, proposer un cours en ligne, c'est nouveau donc, mais quel était un peu le cheminement pour t'amener justement à la création de ce cours? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que, là tu as parlé du confinement, effectivement, tu avais beaucoup de temps, plus de temps que d'habitude pour te consacrer à un projet un peu différent. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, ça serait le bon moment effectivement de créer un cours en ligne pour ma communauté? Ça dépend comment est-ce que tu analyses la chose. Disons que ça a commencé à germer dans mon esprit il y a déjà plusieurs mois et du coup j'avais un peu questionné ma communauté dans ma newsletter, sur les réseaux sociaux. Je leur avais demandé en gros si aujourd'hui je sortais un contenu payant, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que ce serait plutôt un livre? Est-ce que ce serait un livre blanc payant? Est-ce que ce serait une formation? Est-ce que ce serait du coaching? Et du coup c'était assez réparti, on va dire. Ça m'a pas énormément aidé, mais la formation en ligne, ça se démarquait un peu. Et puis c'est quelque chose que parmi tout le reste, c'est ce sur quoi je me sentais le plus à l'aise. Ça fait quelques années déjà que je suis pas mal de créateurs de formation, même si tous ne sont pas forcément très recommandables, mais il y en a certains qui sont quand même intéressants. Et du coup, j'ai suivi une formation gratuite de Antoine BM justement, qui a mis une formation
pour une formation pour apprendre à créer des formations. Il l'a mis, qui coûte normalement plus d'un millier d'euros. Il l'a mise gratuite pendant le confinement. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai justement cette idée de formation. Donc début du confinement, j'ai suivi cette formation-là et ça m'a apporté des éléments intéressants que j'ai pu utiliser ensuite dans ma propre formation. Donc comment ça s'est fait techniquement? J'ai vraiment commencé par sonder ma communauté. Ensuite, deuxième étape, c'était réfléchir à quelle sera cette formation, de quoi je vais parler, parce que est-ce que ce sera plutôt une formation pour se lancer en freelance? Est-ce que c'est plutôt pour créer du contenu? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Ou alors, il y a beaucoup de possibilités en fait, parce que quand on est freelance en marketing de contenu, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut en fait créer du contenu et créer de la formation. Donc je me suis dit que ça c'était un sujet sur lequel j'étais légitime, comme je le disais. Donc j'ai choisi, ça m'est un peu venu naturellement ce titre parce que du coup le titre que j'ai choisi c'est créer du contenu pour attirer ses clients idéaux en freelance. Donc tout est dans le titre, la cible, l'objectif, le pourquoi, le comment, le quoi, en gros. Donc une fois que j'avais le sujet global, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre dedans. Je savais déjà que ça allait être beaucoup de vidéos au niveau du format parce que je trouve que les formations vidéo, c'est tout simplement celle qui apporte le plus de valeur parce qu'on a une vraie personne qui nous explique des choses avec, si possible, des diapos en fond, par exemple, et un peu de texte aussi, quelques documents, des documents plutôt pour synthétiques pour passer à l'action, en fait. Et du coup, j'ai commencé à regarder comment fonctionnaient les plateformes de formation parce que j'avais pas forcément envie de me mettre à faire ça sur mon site WordPress, que je maîtrise WordPress, mais voilà, pour ce que j'en fais, j'ai pas forcément la compétence pour tout héberger sur mon site. Donc j'ai regardé un peu le fonctionnement de Podia, Podia qui est un peu comme Teachable, comme d'autres plateformes comme ça, très pratique pour héberger une formation. Et du coup, donc ensuite, j'ai commencé tout simplement à écrire la formation, donc écrire chaque titre, décomposer chaque titre en sous-parties, décomposer chaque sous-partie en grands points, sans forcément lire un texte. Je voulais pas non plus que ça fasse prompteur. Donc je me suis donné des grandes lignes pour chaque point. Et ensuite, donc j'ai tourné mes vidéos. Donc c'était surtout à la fin, ça devenait un peu complexe. 46 vidéos au total, surtout avec mon fameux MacBook Air. Donc voilà, pas mal de problèmes techniques aussi, mais au final tout s'est fini à temps, et puis voilà, donc j'ai fait 46 vidéos où du coup j'avais mes notes, on va dire, mes éléments de base. Donc je savais que je devais parler de tel point, de tel point, de tel point dans cette partie-là. Et puis après, parfois, je me laissais un peu improviser, j'essayais d'expliquer les choses, de donner des exemples, d'être vraiment d'aller le plus loin possible, parce que je me disais dans mon contenu au quotidien, je vais loin, évidemment. Le but c'est quand même de creuser un peu, mais là je me suis dit les gens vont quand même payer pour cette formation, donc il faut que j'aille le plus loin possible, jusqu'au moment où j'ai plus rien à dire sur un sujet. Pour moi c'était important d'aller au bout de la démarche, et puis je t'avoue qu'à la fin de la formation, donc j'ai peut-être mis je pense que j'ai mis 3 semaines pour enregistrer, pour tout mettre en ligne, etc. Donc je me suis un peu j'étais entre plusieurs projets clients, donc j'ai reporté, j'ai décalé, on va dire, certains projets clients pour pouvoir vraiment me mettre à aller à 80% là-dessus, et pas faire ça pendant 3 mois, 2 heures par jour, parce que là, je pense que on s'en sort jamais. Donc voilà, à la fin, j'avais un peu l'impression de répéter toujours la même chose, parce que quand tu parles d'un sujet comme ça pendant des heures et des heures, presque 10 heures de vidéo, voilà, à ce moment-là, je sature un peu de mes sujets de prédilection, que ce soit quand j'en parle dans mes articles de blog, dans mes vidéos, dans cette formation. Voilà. J'ai envie de me changer un peu les esprits, je t'avoue. Oui, c'est une belle expérience, et pour en avoir fait aussi, effectivement, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, et puis on sait pas forcément si ça va se vendre, mais je pense que tout le processus justement de réflexion, de mettre finalement noir sur blanc ou à travers des vidéos son expertise, la partager, je trouve que on apprend énormément de choses, et c'est vraiment quelque chose que je recommande à beaucoup de personnes de tenter l'aventure, parce qu'on apprend énormément en faisant ça. Ouais, complètement.
Complètement. Je me suis toujours dit que même si je faisais 0 vente, bah ce serait quand même ça te fait, et puis voilà, ce sera quand même une belle expérience. Donc là pour l'instant j'attends que ça se lance tranquillement. Je vais encore faire des tests au niveau des prix, au niveau de la présentation, parce qu'évidemment créer la formation c'est la base, mais après il y a toute la partie vente, c'est-à-dire la landing page, la communication autour de cette formation, le pricing, tous ces éléments là qui font c'est la base en fait, c'est le marketing mix d'un produit en fait. Et du coup, tous ces éléments-là, ils prennent quand même aussi beaucoup de temps. Donc, c'est important de pas négliger ça, parce que même si on crée un super produit de formation, mais qu'on le market mal ou qu'on communique pas assez ou pas bien, bah, il touchera pas sa cible, et du coup, on aura un peu fait tout ça pour rien. Du coup, je pense que c'est le marketeur qui parle, mais c'est important d'avoir un bon produit, mais c'est aussi super important d'avoir un bon marketing derrière. Donc forcément, ça reste une belle expérience, et puis c'était quelque chose de nouveau. Je verrai ce que ça donne, et puis peut-être pourquoi pas renouveler l'expérience justement plus tard avec d'autres types de formations. Et je te le disais, peut-être du coaching aussi, parce que c'est différent et c'est plus humain justement. Ouais, voilà, donc à suivre. J'aime bien tester des choses, hein, je te le disais, donc on verra ce que ça donne, et puis peut-être des idées qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Non, puis effectivement, tu as raison. Et proposer un cours en ligne, c'est un peu finalement un petit peu comme un livre. Parfois, si le cours ne décolle pas, ne se vend pas autant qu'on le souhaiterait, mais c'est aussi un petit peu à rapprocher avec un livre. Moi, j'en ai écrit pas mal, et effectivement, tu t'enrichis pas avec. À moins de faire un best-seller, mais tu vois, voilà. Mais effectivement, ça te pose, ça monte ton expertise, ça la révèle, ça attire des gens vers des formats différents, et ouais, comme un livre, effectivement, ça te justifie, ça te crédibilise, ça te pose, et c'est aussi un des aspects, une des conséquences un petit peu de marge quand on se lance justement dans la création d'un cours en ligne, ou d'un livre. Ouais, complètement. Bah on observe aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de freelance, de personnes en général qui sortent des livres, mais ce livre-là, il n'a pas vocation à les rendre riches ou à enfin quoi que ce soit. C'est surtout pour dire, regardez, j'ai sorti un livre. Et ces livres-là, au final, si personne ne les lit, c'est pas grave, parce que au fond, ils se disent, ils peuvent mettre sur leur profil LinkedIn écrivain ou des choses comme ça. Ben c'est ça, c'est pour ça que la formation, tout comme le livre, tout comme ses contenus beaucoup plus de fond et ses contenus payants, pour moi j'aime bien dire que la création de contenu, en fait, c'est un peu comme les montagnes qui sont faites de petites pierres, que tu connais peut-être l'expression. Bah justement, chaque contenu, aussi petit soit-il, ça commence par un post LinkedIn, ça va jusqu'à écrire un livre, par exemple. C'est des pierres qui constituent au final la montagne qui représente notre marque personnelle au final. Et ça, c'est hyper important de le remarquer. Il faut pas se dire que il y a un contenu qui est plus important qu'un autre. Bon, effectivement, il y en a qui sont quand même plus volumineux ou plus gros que les autres, mais chaque contenu compte. Et quelqu'un qui a publié tous les jours sur LinkedIn pendant 1 an, il a quand même publié plus de 300 posts, et tout ça, ça contribue à développer sa marque et à bâtir sa montagne, en fait. Oui, je vois auprès de toi les effets du confinement, hein, toi qui as l'habitude de faire du trail, de la randonnée. Ton image, c'est la montagne, donc ne t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir aller retrouver la montagne pour y courir, pour te balader. Je suis en manque de montagne, exactement. Je me suis installé dans le sud de la France pour rester à la maison, c'est vraiment dommage. Et je vais les retrouver bientôt, là. Je pourrais arrêter de parler de montagne à tout le monde. Voilà, ce podcast est terminé. Un grand merci à Brice pour tous ces bons conseils autour de la construction et du développement d'une communauté. Si vous avez des amis, si vous-même avez l'envie de créer un cours en ligne, n'hésitez pas à vous abonner automatiquement à ce podcast de façon à recevoir chaque épisode. Il y a aussi un groupe privé sur Facebook qui permet de prolonger les thèmes abordés dans chacun de ces épisodes. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et en vous disant à la semaine prochaine, n'oubliez pas d'écouter des podcasts.